Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va commencer ensemble la longue aventure qui nous attend dans la saison 4 ou plutôt dans la saison 3, arc 2 de SAO Alicization. Vous allez me retrouver tous les dimanches ou tous les lundis dans des reviews analyses sur la chaîne du coup à propos des épisodes qui sortiront chaque semaine sur cette nouvelle série de Sword Art Online. Du coup tu sais d'avance que si t'es un grand fan de cette licence, du manga, de l'anime et du light novel, tu peux d'avance t'abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos analyses pour qu'on puisse débriefer tout ça ensemble et bien sûr se faire plaisir en parlant d'une licence qui nous réunit tous autour d'une même passion. Après pour ceux qui vont me découvrir avec ces vidéos là, sachez que j'ai déjà fait toutes les reviews analyses de tous les épisodes de la saison 3. Tu pourrais les trouver notamment dans la playlist SAO Alicization sur la chaîne, du coup tu pourras aller les regarder pour te faire plaisir, voir un petit peu les reviews analyses que j'en ai pensé au fur et à mesure. Et à partir de maintenant les amis, on est parti pour la suite de l'Underworld. En tout cas les amis, ça fait extrêmement plaisir, ça fait des mois que j'attendais les amis le retour de SAO en animé. On n'est vraiment pas déçus dès l'épisode 1 les gars. On commence sur un rythme qui est plutôt tranquille, dans un cadre qui est plutôt calme, qui vont nous mettre petit à petit en condition. Forcément aussi j'ai beaucoup d'attentes par rapport au graphisme, au combat, à la suite du scénario qui était quand même très bien ficelé. J'ai aussi beaucoup d'attentes par rapport également aux personnages, au développement qui vont être mis en place, à certains personnages du coup qui vont être mis en avant, notamment les chevaliers de l'intégrité qui vont revenir sur le devant de la scène, sur le rôle de Alice qui va s'imposer comme un personnage vraiment référent. Est-ce que du coup aussi pourquoi pas Asuna va arriver pour sauver Kirito, lui apporter une aide précieuse, essayer pourquoi pas de le sortir de son état un petit peu végétatif. Il y a pas mal de questions les amis qui nous attendent dans cet Underworld et du coup dans cette suite d'Alicization. Et cet épisode 1 les amis va commencer à poser les premières pierres pour répondre à toutes nos questions. On a donc comme je le disais un cadre assez tranquille pour commencer sur cet arc 4, cette saison 4 ou la saison 3 arc 2, appelez ça comme vous voulez. Un cadre assez tranquille, on voit notamment un Kirito qui est très atteint en termes psychologiques, en termes neurologiques. Physiquement on voit qu'il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler, il a en tout cas du mal en tout cas à prononcer des paroles, il n'arrive pas à faire ses propres gestes tout seul, il réagit simplement lorsqu'il voit que quelqu'un s'approche de son épée ou de celle de Gyo. Il a du mal en tout cas à rester concentré, à rester debout ni rien. C'est limite un légume, on dirait qu'il est limite dans le coma mais réveillé ou somnambule et qui bouge pas. Enfin c'est quand même assez étrange, c'est quand même un état végétatif qui ne l'aide pas forcément, qui nous fait quand même un gros pincement au cœur. Parce que quand tu vois Kirito qui est plein de positivité, qui est plein d'esprit shonen, qui est plein on va dire de bon esprit, de bonne énergie, le voir comme ça aussi inerte, aussi vide, aussi machin, ça fait forcément du mal au cœur à tous les fans de la série qui demandent de revoir le Kirito qu'on aime tous, aussi combatif que d'habitude. Et pour ceux qui comprennent pas forcément comment ça se fait que Kirito est tombé dans ce traumatisme là, comment ça se fait qu'il n'est pas dans un état normal, c'est parce qu'en fait rappelez-vous à la fin de la saison 3, après le combat contre Administrator qu'il a remporté, on l'a vu du coup Kirito qui pouvait contacter notamment Asuna et Kikoka à travers une espèce de petite borne qui reliait l'Underworld du coup au monde réel, sauf que du coup à ce moment là on avait des sortes de militaires qui ressemblaient un petit peu à ceux qu'on avait vu aussi dans GGO là, qui commençaient à leur tirer dessus en début de la saison 3 et qui avaient du coup battu en retraite notamment lors d'un combat sur GGO. On a vu des militaires un petit peu comme ça qui étaient un petit peu chelous, qui avaient intégré le vaisseau marin de Kikoka, du coup les scientifiques qui commencent à tirer un peu partout, à vouloir pourquoi pas saccager un petit peu le vaisseau, détruire les expériences de Kikoka, qui voulait pourquoi pas aussi s'en emparer avec les données, parce que forcément des expériences sur les Fluidlightmen, du coup les copies d'esprits humains et tout ça, c'est forcément très intéressant. C'est aussi pourquoi pas aussi pour créer des armes ou plutôt des robots qui vont se voir implanter des Fluidlight humaines qui ensuite être dirigés pour tuer vraiment des hommes ou participer à des conflits armés. Sauf que malheureusement comme ils ont attaqué le système, alors autant le système en lui-même possède un système d'auto-gestion, de sauvegarde etc. qui permet du coup à l'Underworld de continuer à gérer ses actions comme si rien ne s'était passé, mais malheureusement Kirito lui était connecté avec son physique, son corps etc. et son esprit mental et ses neurones pardon, du coup son esprit neurologique, il était connecté à la machine. On savait que dès qu'il y a eu on va dire un petit problème, une panne, surtout un endommagement du système, c'est surtout Kirito qui a encaissé les systèmes liés aux dégâts du système que par rapport à l'Underworld qui lui-même peut s'auto-gérer, qui est un serveur en autodidacte. Et malheureusement Kirito qui de base, pour ceux qui se rappellent pas forcément, était déjà dans le coma du coup à cause de la piqûre qu'il avait reçue en début de saison 3, il était dans un espace, enfin dans un état comatif qui était pas forcément, comment dire, il était limite entre la frontière entre la vie et la mort, il pouvait plus faire ce qu'il voulait, il pouvait plus marcher, il pouvait plus rien faire ni se réveiller tout simplement. C'est pour ça que Kikoka du coup l'avait évacué de l'hôpital pour l'amener dans son vaisseau, pour lui reconstruire entre guillemets son côté neurologique, sa Fluidlight etc. en la copiant dans l'Underworld pour lui permettre en tout cas de subsister, de conserver un état d'esprit qui est quand même intéressant, un état d'esprit qui lui permet en tout cas de survivre et d'exercer encore ses actions dans un autre monde autre que la réalité, même si bien évidemment vous l'avez compris, l'Underworld c'est pas vraiment un monde virtuel, c'est plutôt un monde réel dans le virtuel. C'est donc un monde qui est très complexe, qui permet d'avoir les réflexes humains, les réflexes neurologiques dans un monde qui n'est pas forcément celui des humains.
Et donc quand tu vois un mec comme Kirito qui de base est dans le coma, qui a besoin de ce monde-là justement pour se soigner, et qui en plus de ça subit un choc électrique qui lui coupe entre guillemets son aspect neurologique, et ben on voit que même dans l'Underworld, et ben son côté du cerveau a totalement été impacté, comme si un humain dans la réalité prenait un énorme choc électrique et se retrouvait du coup un petit peu comme un légume privé un petit peu de ses ressources neurologiques. Et malheureusement pour lui, pour le moment il est très endommagé, il ne peut ni marcher, ni parler, ni simplement réfléchir, ni rien, simplement se contenter d'avoir des actions vides, des petits mouvements qui sont un peu brusques, et malheureusement pour lui, ça va durer un petit moment le temps que Asuna et Kikoka éventuellement trouvent une solution ou qu'éventuellement il y a un miracle pour le sauver. Donc forcément là vous êtes tous là en tant que fan de SAO à attendre que Asuna débarque pour venir sauver son chéri, venir en tout cas l'aider un maximum dans cet univers là pour le défendre, l'aider pourquoi pas aussi un petit peu plus tard à combattre le Dark Territory qui menace forcément le monde de l'Underworld, parce que comme Administrator n'est plus là, il n'y a personne pour gérer les frontières, il n'y a plus la puissance absolue pour détruire tous les ennemis, parce qu'Administrator de base pensait à elle-même qu'elle était assez puissante pour gérer à elle toute seule le Dark Territory, toutes ses armées, les orques, les gobelins, les autres mages qu'il y a de l'autre côté, etc., tous les guerriers qu'il y a de l'autre côté. C'était peut-être un peu présomptueux de sa part, vraiment aussi un petit peu dans l'excès, parce qu'elle toute seule elle pouvait pas forcément faire grand chose. La preuve, elle a été vaincue par Kirito et ses alliés, donc forcément c'était pas elle la plus puissante au monde. Et bien évidemment que dans l'histoire de SAO, il y a toujours des ennemis de plus en plus puissants qui se ramènent. On se doute bien quand même que dans le Dark Territory, il y a un ennemi aussi puissant qu'Administrator, voire peut-être plus puissant qu'elle, qui nous attend de l'autre côté avec toute son armée, prêt à envahir en tout cas le monde des hommes pour tout détruire, tout saccager et donner du coup le côté maléfique à ce monde-là. Et c'est donc pour ça les amis, pour contrer le Dark Territory, que tous les chevaliers d'intégrité, du coup avec Berkouli et tous les autres que Eugeo et Kirito avaient vaincu un petit peu avant, commencent un petit peu à se réunir, en tout cas à voir un petit peu ce que Administrator avait réellement fait de leur esprit, de leur cerveau, de leur corps et tout ça, qui les avait manipulés, qui avait voulu faire en sorte que tout le monde devienne une épée géante, ou du moins un truc géant pour démonter cet univers-là qui est quand même bien massacré à cause du Dark Territory, qui a une menace qui est énorme. Elle souhaitait vraiment mettre la main sur tout le monde entier, contrôler tous les sujets, devenir la plus puissante, la grande reine, et surtout la plus grande déesse de cet univers-là. Good, tous les chevaliers de l'intégrité avec leur puissance vont réunir un petit peu leurs troupes, en former davantage, récupérer des habitants prêts à se battre pour justement mettre en place une armée contre le Dark Territory, faire en sorte d'avoir la plus puissante armée possible en termes de nombre et de force pour essayer de résister, ne pas se laisser faire contre l'envahisseur. Parce qu'on est bien d'accord que pour le moment ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez puissants, donc forcément l'urgence est demi, surtout qu'on a vu qu'à la fin de l'épisode du coup il y a déjà des incendies qui ont été déclarés. On voit sûrement que les gobelins, les orques, etc., qui avaient probablement été détectés un peu auparavant, qui avaient su se cacher des yeux des chevaliers d'intégrité qui patrouillent un peu partout, ont réussi à se faufiler, ils ont sûrement créé des tunnels un peu partout pour ne pas être vus à la surface du jour, etc., pour ne pas ensuite être démasqués trop vite. On voit en tout cas que les ennemis sont très intelligents, qu'ils ont une source, ou peut-être qu'ils sont contrôlés par des gens très intelligents, qui les manient un petit peu dans l'ombre pour justement provoquer un maximum de dégâts aux yeux et à la barbe de l'église de l'Axiome et des chevaliers d'intégrité qui ne voient que du feu. Forcément on voit que le village de Rulid est en danger, que la surface du monde en tout cas est en danger, que Selka, la sœur de Alice, est en danger, surtout qu'en plus on a vu dans cet épisode là que Alice était vraiment à 100% concentrée sur Kirito, qu'elle souhaite en tout cas le remettre d'aplomb, essayer de faire en sorte de le rétablir pour qu'elle puisse l'aider, ou du moins que Kirito puisse l'aider à protéger le monde qu'elle aime, ou du moins qu'elle apprend à re-aimer maintenant qu'elle est plus sous le contrôle de l'église de l'Axiome. Elle a redécouvert un petit peu Selka, elle a essayé de revenir au village de Rulid, le village du coup de son père, mais malheureusement celui-ci se rappelle toujours d'elle comme une criminelle et non vraiment comme sa fille, donc il ne l'a pas acceptée, il a donc banni du village. Voilà donc Alice qui doit se contenter simplement de vivre avec Kirito en dehors du village, aidée par Selka et de son dragon, qui doivent du coup faire un petit peu quelques missions pour des habitants qui veulent un petit peu l'exploiter elle et ses pouvoirs en échange de quelques petites pièces pour qu'elle puisse survivre en achetant à manger. C'est aussi justement une belle marque qui montre que le système de l'Underworld est quand même très puissant, qui est quand même régi par un excellent pouvoir, un excellent algorithme qui fait qu'en général on pensait que même si Administrator du coup était vaincu, il se pouvait que tous les habitants du coup ne soient plus régis par les fameuses règles de l'église de l'Axiome, etc., les grands commandements qui régissent cet univers là. Mais en réalité on voit très clairement que les habitants ont quand même une personnalité qui leur est propre, qui est quand même très puissante, qui ont grandi du coup en subissant des obstacles, etc., de la vie dans l'Underworld, qui conservent quand même malgré tout leurs idéaux, leurs valeurs, et que même si bien évidemment Administrator n'est plus là, que l'église de l'Axiome est remise en question et que les chevaliers d'intégrité ne viennent plus bannir en tout cas ni punir les habitants, on voit que les règles restent quand même bien ancrées dans leur cerveau, et le mec pourrait quand même en tout cas prendre sa fille dans ses bras, lui dire qu'il l'aime, etc., qu'il est quand même très content de la revoir, mais non, il la considère toujours comme une criminelle pour une faute qu'elle a à peine commise. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les chevaliers d'intégrité qui se disent que bon, même si Administrator les a un petit peu poussés à bout, les a contrôlés, etc., ils conservent chacun leurs valeurs, leurs idéaux, leur personnalité, et ils considèrent un petit peu aussi Kirito et Eugeo comme des criminels, même si bien évidemment ils les ont aidés à se sortir un petit peu d'un fléau qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc on a quand même des habitants qui conservent un vice assez intéressant, qui veulent contourner les règles, qui veulent aussi justement faire un peu de mal, ou du moins se faire plaisir un petit peu, parce qu'ils prennent l'épée de Kirito comme ça, comme si rien n'était, le pauvre est dans le coma, il peut pas leur répondre, ils ont dit ouais, il lui a répondu, il a vite fait grogner un petit truc comme ça, etc., pour que je puisse la prendre. Alice du coup leur a montré
qui était le papa, donc ils ont forcément tous peur et de Kirito et de Alice qui possèdent des pouvoirs supérieurs à la moyenne. Mais en tout cas les amis, nous avons eu droit à un épisode 1 de cet arc 4 ou du moins de l'arc 2 de la saison 3, ben ça comme tu veux, comme je te le rappelle, c'est toi qui vois dans ta nomenclature des sons des SAO. On a eu droit notamment à un épisode qui posait le cadre tranquillement, qui nous montre ce qui va nous attendre. On s'attend forcément dès l'épisode 2 à une invasion du Dark Territory, du moins des premières invasions du Dark Territory de l'Underworld, le village de Rulith qui à mon avis se fait attaquer dès maintenant et qui ne risque de pas faire long feu. Les premiers chevaliers d'intégrité qui vont essayer tant bien que mal de négocier avec la population pour créer du coup une nouvelle armée pour se défendre. Est-ce que Kikooka et Asuna vont bien? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir notamment par rapport à l'attaque des militaires, des scientifiques et tout ça? Est-ce qu'ils vont préserver leurs données des Floodlights, de leur expérience? Est-ce qu'ils vont pouvoir aider Kirito un peu plus tard à revenir à son état normal? On verra tout ça les amis dès la semaine prochaine et les semaines suivantes. En attendant les gars, si vous avez des hypothèses, des théories, des analyses particulières par rapport à cet épisode là ou un avis simplement, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir de voir toutes vos théories, tous vos commentaires à propos de SAO Alicization. Abonnez-vous, cochez la cloche et bien évidemment laissez-moi de gros pouces bleus si vous aimez mes analyses, mes reviews et mon travail sur la chaîne et si vous attendez bien évidemment la suite la semaine prochaine. Tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et tout, il y a tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.